Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Évasion TV. Merci donc de nous préférer. Nous recevons aujourd'hui Madame Traoré Ndiaye. Elle a été candidate lors du scrutin électoral 2013 pour le compte du RPG Arc-en-Ciel. Et Madame, bonsoir. Bonsoir, Monsieur. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Vous êtes également présidente de plusieurs ONG évoluant sur le territoire guinéen. Alors, quel a été, en quelques mots, votre parcours personnel et professionnel? Voilà, mon parcours personnel est que je suis juriste de formation. J'ai commencé mes études primaires à Fria Kimbo. Je suis née là-bas. J'ai fait mes études jusqu'au niveau du brevet en 70. J'étais obligée d'aller au Sénégal pour continuer mon cycle secondaire. Parce que ici, je ne pouvais plus continuer. Ça se limite au niveau du... Après le brevet, on est obligé de partir à l'extérieur. C'est ce qui m'a amené à me retrouver au Sénégal pour continuer mes études. Ce qui fut fait, j'ai continué mes études jusqu'à l'université. Je suis juriste de formation, diplômée en droit public. Et après ça, j'ai été embauchée dans un cabinet d'études, Azurtop, à la 8 rue de Tchonk. Et j'ai travaillé là-bas 3 ou 4 ans. J'ai fait un bref passage aussi de 2 ans à la Société Générale de Dakar en tant que juriste. Et après ça, j'ai jugé nécessaire de revenir travailler dans le cabinet de mon mari en tant que conseillère juridique. Et jusqu'à la mort de mon mari en 90, j'étais dans ce cabinet. Et c'est après la mort de mon mari, je suis revenue en Guinée. J'ai ouvert un cabinet de consultants à Almamia, la Générale guinéenne d'investissement. Et c'est de là-bas que j'ai été approchée pour un stage comme commissaire stagiaire à la police. Alors, j'ai effectué un stage en Égypte. J'ai effectué un stage aussi toujours dans le cadre de la police au Quai d'Orsay, pour un petit temps. Et j'ai fait l'administration du territoire, la DST. Je suis restée là-bas de 93 à 2000. En 2000, je suis détachée pour la présidence, pour les SS de la présidence. Et c'est de là-bas que je fus nommée directrice des enquêtes au comité de lutte contre la corruption et les détournements de deniers publics. Alors, j'ai assumé ce poste avec brio pendant 3 ans. Ça m'a coûté ce que ça m'a coûté. J'étais très impopulaire. Je me trouvais très méchante parce que j'étais en train d'accomplir la mission qui m'a été assignée. C'est dû à la rigueur. À la rigueur, exactement. J'en ai vu de toutes les couleurs. Mais quand même, j'ai tenu jusqu'en 2003. Et c'est quand j'ai tapé à une grande porte, une très très grande porte, pour dire qu'aujourd'hui, ma mission m'oblige à entendre une personne à l'intérieur de cette maison. Et on m'a dit, d'accord, on va me répondre dans quelques jours. J'ai continué mon travail. Une semaine après, j'ai entendu à la radio, on m'appelle, on me dit félicitations, félicitations. Je dis, qu'est-ce qui se passe? On me dit que vous êtes nommée comme directrice adjointe du cabinet particulier du feu président de la République, Lansana Conté. Je dis bien. Je me suis rendue à ma base, j'ai remercié pour cette marque de confiance, toujours envers ma personne.
J'ai assumé ce poste aussi. J'étais en charge dans ce cabinet particulier de tout ce qui est reconnu stratégique, y compris les hydrocarbures à l'article 84 et tout ce qui est méga projet. J'avoue que et le suivi aussi des actions du gouvernement. J'avoue que la tâche n'a pas été facile pour moi. C'était en quelque sorte, on m'a envoyé là-bas, c'était une suite logique de contrôler toujours la chose publique. J'ai mis un service en place qui devait permettre à l'État de voir plus clair, éviter les saignements et les détournements de deniers publics. Vous avez dit, madame, que la tâche n'a pas été facile. Oui. C'est en tant que femme ou il y a d'autres choses au-delà de tout ça? Pas en tant que femme. Pas en tant que femme. La tâche n'a pas été facile parce que il y avait des réticences, il y a des lobbies qui se formaient contre moi. Il fallait empêcher que je puisse faire mon travail comme ça se doit. C'est dans ce sens que je dis que ça n'a pas été facile. J'étais aimée de personne. Et ces teneurs sont toujours là, font ce qu'ils veulent. Et ils ne ratent pas l'occasion aussi de me poignarder sur le dos dès qu'ils en ont l'occasion. Voilà, pour ces ténors, si on me confie des responsabilités ou si je me retrouve à un certain niveau, peut-être c'est pour déballer leur dossier ou bien ce dont ils étaient reprochés hier, par peur que cela ne les rattrape aujourd'hui. Vous êtes arrivé quand même à votre objectif? Non, j'avoue que je ne suis pas arrivée à mes objectifs parce que j'ai évolué. J'ai évolué malgré toutes les tracasseries et les misères qu'on me faisait subir. J'ai continué à assumer mes fonctions. Jusqu'au jour où je me suis opposée à une convention minière. J'ai dit que mon avis technique, à l'époque, on était organisé de sorte que fallait que le cabinet particulier, la partie technique, que j'approuve techniquement un dossier. Si je dis que c'est négatif, le dossier ne peut pas passer en Conseil des ministres. Et c'est quand j'ai refusé de donner mon aval par rapport à ce dossier, à cette convention minière. Ça concernait le dossier de Hyperdynamique. Mon avis technique n'a pas été favorable à Hyperdynamique. Mais du côté du ministère et autres, il y avait tellement d'engouement de leur côté qu'on n'était pas sur une même longueur d'onde. Parce que vous vous battez contre la corruption. Exactement. Et par ailleurs, et c'était pas une convention profitable pour la Guinée à l'époque. J'ai dit que je ne peux pas signer quelque chose qui puisse me rattraper demain. J'ai préféré ne pas émettre mon avis favorable. Mon avis a été défavorable par rapport à cette convention minière. À mon grand étonnement, un jour, un samedi, on apprend à la radio que le décret est passé, que le cabinet particulier est fermé. Très bien. Le lendemain matin, je me suis rendue auprès de qui de quoi, que le feu président Lansana Conté, pour le remercier de la confiance qu'il a placée en ma modeste personne jusqu'au jour où il a fermé le cabinet particulier. Paix à son âme, il me dit quel cabinet qui est fermé. Je dis, c'est le cabinet particulier, là où je suis. Il dit, moi, je n'ai pas fermé le cabinet particulier. Vous ne pouvez pas bouger du cabinet particulier. J'ai dit, mais cependant, le décret est passé que le cabinet particulier est fermé avec votre signature. Bref, paix à son âme. On sait tout ce qui se passait autour. À partir de ce jour, il m'a dit de continuer à garder mon bureau et il va continuer à me confier les missions qu'il a l'habitude de me confier.
Je suis restée. Donc, j'étais déjà rassuré par le président. Exactement. Suite à ce décret de fermeture de votre cabinet. Exactement. Alors, j'ai continué. Il a continué à m'assigner des missions, comme il a l'habitude de le faire, jusqu'en 2008. En 2008, le voyant sous le poids de sa maladie et tout ce qui s'est passé autour de lui, et parce que mon boulot aussi, c'est la prévention, on doit pouvoir situer l'État dans 1 mois, dans 3 mois, dans 6 mois, qu'est-ce qui va se passer. Sachant ce qui pointait à l'horizon, moi j'ai demandé à quitter. Pour des raisons de santé, j'ai demandé à quitter. Parce qu'il n'y avait plus rien à tirer, quoi. Il n'y avait plus rien à faire. Ce qui devait arriver était inévitable. Ça pouvait arriver à tout moment. Je n'ai pas voulu être mêlée à cette cacophonie. J'ai préféré quitter. Et j'ai quitté au mois de septembre 2008. Octobre, novembre, décembre, le feu président est décédé. La transition a été mise en place. Ils m'ont fait appel. Mais quand j'ai vu aussi leur méthode de travail, ça ne collait pas avec mes méthodes à moi. Ça ne me ressemble même pas. Alors j'ai préféré rester dans mon coin, me mettre en retrait, comme on dit. Vaut mieux reculer pour mieux sauter. Il faut reculer pour mieux sauter. Voilà. J'ai préféré garder mon calme. Et c'est dans cette attente-là, j'ai dit, en fait, je ne peux pas rester à me tourner les pouces, sinon je n'ai jamais quitté la Guinée. Durant la transition, du décès du feu président Conté, jusqu'après la transition, jusqu'aux élections, je n'ai jamais quitté la Guinée. Parce que je ne me reproche de rien. Et par la grâce de Dieu aussi, je n'ai rien eu. Des gens ont été persécutés, il s'est passé beaucoup de choses, mais moi, je remercie le bon Dieu, je n'ai rien eu. Alors j'ai dit, au lieu de rester comme ça, je vais m'adonner à la vie associative. C'est comme ça que j'ai créé l'ONG Mbalia. J'ai créé l'association des pionniers de la prospérité humaine et économique. Et les Amazones du changement aussi, que j'ai créé en 2012. Sinon, les 2 autres ont été créés en 2010. C'est en 2012 que j'ai créé les Amazones du changement économique et de la promotion féminine. Voilà, c'est ces femmes que vous voyez ici, dans la cour. On est aujourd'hui au nombre de 60 000. Dans 60 000 femmes. Oui, de 60 000 femmes et jeunes à travers ces 3 associations. Ces 3 associations et ONG. D'accord. Et vous vous êtes retrouvé dans la politique également avec le président Lansana Conté, fait président Lansana Conté aujourd'hui. Vous vous retrouvez dans le régime Alpha Condé également. Et vous avez été candidate au scrutin uninominal lors des législatives de 2013 dans la circonscription électorale de Ratoma et pour le code du RPG Arc-en-Ciel. Et madame, vous avez été face à un poids lourd de l'opposition et l'UFDG. Alors, dites-nous, comment est-ce que vous avez vécu cette défaite-là face à l'UFDG à Ratoma? Voilà, parlant de cette défaite, bon, ça a été le fair play chez moi. Parce que ce qui m'a valu ça, je peux donner une précision. Du temps du feu président Lansana Conté, je me suis limitée à être une technicienne. Je ne me suis jamais mêlée à la politique, je n'ai jamais milité dans le PIP. Mais avant sa mort, en 2007, il me dit, aujourd'hui tu as atteint un niveau, un rang social. Et au niveau de l'administration, vous avez atteint un niveau. Si vous ne faites pas la politique va vous faire. J'ai dit que le moment venu, si c'est opportun, je le ferai. Donc un conseil. Voilà, un conseil de sage qu'il m'a donné. Et c'est en 2010 que j'ai vu sa raison.
qui vous a encouragé. Il m'a encouragé et en 2010, j'ai vu sa raison venir. Je me suis dit, si je ne fais pas la politique va me faire. Je ne peux pas continuer à me cloîtrer sur moi-même et à ne rien à me Il faut aller en avant. Voilà, il faut que j'aille de l'avant. Et j'ai adhéré dans le FIDEC. C'est le premier parti politique que j'ai adhéré. Avec François Loussini Fall. On a évolué ensemble jusqu'au deuxième tour. Bon, voyant la tendance et selon mon boulot aussi, je savais qui était le candidat qui pouvait passer et qui ne pouvait pas passer. Les conseils que j'ai eu à prodiguer à mon leader à l'époque, je lui ai prodigué ces conseils et je lui ai dit, on doit choisir notre bord. Et notre bord, il faut qu'on aille vers le RPG. À l'époque, il n'y avait pas Arc-en-Ciel d'abord. C'est ce qui nous a amenés à rejoindre le RPG. Et de là-bas, avec la vie associative que je gère, ma popularité à la base étant ce qu'elle est, quand les primaires, quand il fut question des primaires, on nous a demandé de passer au vote. Je me suis présentée, on est passé au vote et je suis passée haut les mains. Les gens ont voté pour moi parce qu'ils me connaissaient. Les gens ont voté pour moi parce qu'ils avaient confiance en moi. Et face à notre adversaire, comme vous le dites, de taille, dans la commune de Ratoma, tout le monde m'a dit que, bon, on sait que pour avoir assumé le poste de directrice au comité de lutte contre la corruption, c'est que vous êtes une femme téméraire. Si cela ne vous a pas arrêté, c'est pas devant cet adversaire de taille politique, de taille, que vous allez vous arrêter. J'ai dit que mais on est sur le terrain va nous départager. Et je crois que vous n'êtes pas censé savoir tout ce qui se passait sur le terrain. On a fait tout ce qu'on a eu à faire, tout ce que nous devions faire. Nous, on l'a fait, ma formation politique. Les gens ont eu confiance en moi et ils ont voté massivement. Les 74 000 voix dont on parle, ce n'est pas mon score. Justement. Ce n'est pas mon score, mais pour la paix, la cohésion sociale et pour que la Guinée aille de l'avant, on sait tout ce qui s'est passé pour qu'on lâche du lest, pour laisser les choses telles qu'on l'a voulu. Vous-même, vous l'avez dit tout à l'heure, certains barons de votre parti avaient jugé d'avance perdu, oui. N'est-ce pas? Mais malgré tout, vous avez eu un score vraiment honorable. De 74 000 voix. Est-ce que vous avez un secret particulier pour avoir ce score-là en tant que dame? Mon secret particulier n'est autre que mon travail sur le terrain. Ce que vous voyez ici, moi, ma vie, c'est mon travail, mes affaires et la base. Je suis avec la base. J'ai un avantage aussi, j'ai été appuyée par le Mandin Diallo, la fondation Mandin Diallo, qui aujourd'hui, dans la commune de Ratoma, si on avait eu à faire ce qu'on devait faire, les moyens n'ont pas suivi ma campagne. C'est ce qui m'a un peu fatiguée. Parce que les gens étaient disposés pour moi. Les Mandin Diallo, ils représentent 80% dans la commune de Ratoma. On les a vus ici, comment ils m'ont accompagné lors des meetings avec les motards. Un monde fou. Et ils ont prouvé aussi à travers les résultats que vraiment ils ont voté pour moi. Parce que pour la première fois, il y a de ces quartiers, la mouvance présidentielle ne pensait pas gagner même un bureau. À plus forte raison, gagner 6, 8 bureaux. Et cette fois-ci, ça s'est fait. Les gens... Et là, vous l'avez dit qu'il n'y a pas eu de soutien. Il n'y a pas eu de soutien. Dit que vous n'avez pas eu de soutien ni financier, ni humain. Mais quels ont été réellement vos soutiens? Mes soutiens, j'ai eu des amis qui ont voulu me voir
aller très loin dans cette course. Ils sont venus à mon secours. Ma formation politique, je ne suis pas là pour dénigrer ma formation politique. Ils ont fait ce qu'ils ont pu faire. Et ce qui s'est passé aussi, c'est passé. On a tiré les leçons. Si c'est à refaire, ça ne va plus se passer. On va éviter tous ces échauffourées. Mais sur fonds propres et mes amis qui ont voulu me voir aller plus loin, ont financé quand même ma campagne à hauteur de leurs moyens. Bien. Et aujourd'hui, vous l'avez dit, depuis 2010, vous êtes dans la vie associative et bien avant. Vous avez créé des ONG, vous regroupez aujourd'hui plus de 60 000 femmes à travers le pays. Quelle est la mission fondamentale de la société coopérative ouvrière de développement agroalimentaire et artisanal, SCODA, dont vous êtes la présidente? Voilà, la mission de SCODA, c'est qu'après avoir créé ces associations, on ne peut pas réunir tout ce monde-là à travers, sur toute l'étendue du territoire. Ils sont un peu partout. On est jusqu'à Labé, on est à Bofa, on est à Fria, à Conakry dans les 5 communes. Les femmes sont financées dans leur activité génératrice de revenus. On ne pouvait pas réunir toutes ces femmes-là et se mettre à les regarder. Vous savez, dans les agréments au ministère de l'Intérieur et de la décentralisation, c'est toujours indiqué dans l'agrément que c'est à but non lucratif. C'est quelque chose qui nous a beaucoup fatigués à plusieurs niveaux, même auprès des institutions. Ce qui m'a motivé à créer SCODA, la Société ouvrière de développement artisanal et agroalimentaire et artisanal. Parce que ça, c'est un groupement d'intérêt économique. C'est une SARL qui est reconnue par l'OADA et partout dans le monde. Aujourd'hui, tous ces membres, les 60 000 membres-là, se mouvoient au sein de cette coopérative pour leur activité génératrice de revenus. On a pas mal de programmes aussi pour les jeunes, pour l'emploi des jeunes, leur activité génératrice de revenus. Mais comme les femmes sont là, elles peuvent témoigner. Plusieurs femmes ont bénéficié des prêts à travers la coopérative. Elles ont pu se rendre à Dubaï, d'autres en Chine, d'autres au Sénégal, d'autres au Mali, d'autres au Ghana, ainsi de suite. Elles vont elles-mêmes témoigner le moment venu. Vous pouvez recueillir leurs témoignages. Et il y a des associations qui sont aussi également membres à la SCODA. Oui, elles sont plusieurs. Voilà, la SCODA en fait est comme une fêtière. C'est une fêtière qui coiffe à nos jours d'aujourd'hui. Si le chiffre exact, si le nombre est exact, il y a plus de 237 associations agréées et affiliés à la SCODA. Et il y a le PPHE, les pionniers de la prospérité humaine et économique qui sont tous affiliés à la SCODA. Parce que SCODA peut leur trouver des financements. SCODA a des garanties auprès des institutions financières. SCODA a les moyens de faire venir des appels de fonds. Vous avez également l'ACE et PPF. Voilà, ça c'est les Amazones du changement économique et de la promotion féminine. Alors, quel est leur rôle au sein de la SCODA? Parce que vous l'avez dit que c'est l'ONG mère, n'est-ce pas, qui a des branches, mais c'est toutes ces associations. Quel est leur rôle au sein de la SCODA? Les Amazones sont là. Elles se mouvoient dans la teinture. Elles se mouvoient dans l'agriculture. Elles font la saponification. Elles font, on importe du poisson aussi pour celles qui sont dans la filière poisson. Elles font du poisson fumé qu'on exporte aux États-Unis. Quand on importe du poisson frais aussi du Sénégal, là on l'a vu, Évasion même a filmé plusieurs fois. On a fait venir une fois 4 camions de 35 tonnes, au bonheur de ces pauvres femmes qui en ont vraiment besoin. Et je vous dis, à chaque fois
qu'un camion est là, 2 ou 3 camions, ces femmes, dans l'intervalle de 10 à 15 jours, elles peuvent se faire chacune 4 à 5 millions de francs guinéens. Chaque jour, à pareille heure, à 17 h, elles viennent au port de Bonfi. Elles se rendent là-bas, elles prennent les produits, 100 caisses, 50 caisses, elles vont fumer ça la nuit. Le lendemain, elles revendent. Sur le marché local. Sur le marché local. Et le surlendemain, à 17 h, elles viennent verser pour reprendre encore. C'est une façon de dire que la SCODA est la source de financement, n'est-ce pas, pour ces associations. Exactement. Alors, quelles sont les sources de financement donc de la SCODA? Les sources de financement, pour le moment, il y a Cofina. Cofina, oui, c'est une institution de microfinance qui nous accompagne fortement. Et il y a Afriland First Bank qui nous accompagne aussi. Il y a Yete Mali qui nous accompagne aussi. Parce que moi qui suis la présidente du CEA, c'est moi qui pose des garanties. Une femme, l'ONG Mbalia, son rôle, je vais vous l'expliquer tout à l'heure, il y a des femmes qui n'ont pas d'apport personnel. Elles veulent bien mener leur activité génératrice de revenus, mais c'est l'ONG Mbalia qui leur fait des dons à hauteur d'une enveloppe de 1,5 million pour qu'elles puissent bénéficier d'un prêt de 5 millions, à hauteur de 750 000 pour qu'elles puissent bénéficier d'un prêt de 2,5 millions. Et ainsi de suite. Voilà le rôle de l'ONG Mbalia. L'ONG Mbalia fait des dons. Il y a des femmes qui peuvent tomber malades. Lors du sinistre qui s'est passé à Mola Touréa aussi, tout le monde l'a vu ici, comment l'ONG Mbalia s'est impliquée. On a fait un don. Même en dehors des membres de l'association, on s'intéresse aussi à l'humanitaire. Exactement. Ça, c'est le rôle de l'ONG Mbalia. Parce que l'ONG ne fait pas, ils n'ont pas une activité génératrice de revenus. C'est les associations, les Amazones et les pionniers qui mènent des activités génératrices de revenus. Mais l'ONG est là pour recevoir et redonner aux personnes démunies. Alors, madame, en revenant un peu à la politique, quel rôle jouez-vous au sein du comité pour la réélection d'Alpha Condé, le CRAC 2015, mouvement de soutien destiné à réinstaller le président de la République au pouvoir dès le premier tour de la présidentielle prochaine? Le rôle que je joue dans chaque commune, on a une coordination. La commune de Ratoma, je suis la coordinatrice du collectif pour la réélection du président professeur Alpha Condé. En dépit de tout, je suis membre aussi d'une section du RPG Arc-en-Ciel. Je suis dans les structures. Je suis dans la structure du RPG Arc-en-Ciel. Qui vous a présenté voilà. Aux législatives. Exactement. Alors, le collectif aussi, c'est moi qui représente le collectif à Ratoma. Et nous faisons ce que nous pouvons faire. À la base, en tout cas, on ne lâche pas. Au moment où les autres sont attelés à autre chose, nous travaillons avec la base pour la réélection du président professeur Alpha Condé. Parce que les électeurs, ce n'est pas les hauts cadres. Les électeurs, c'est la base. C'est ces personnes que vous voyez dans les quartiers avec une paire de chaussures sales ou qui marchent pieds nus. Les électeurs, c'est ceci. Et c'est pour cela que je suis avec la base et je continue à vivre avec la base. Et vous pensez pouvoir atteindre cet objectif en 2015? Oui, par la grâce de Dieu, on va atteindre cet objectif. Ok, madame, que faites-vous maintenant? Tous les signaux sont là oui, qui nous démontrent que nous allons atteindre cet objectif. Pas plus tard que ce matin, j'ai reçu encore un autre groupe qui veulent venir grossir nos rangs dans le RPG Arc-en-Ciel. Et dans les jours à venir, nous vous appellerons pour vous demander de filmer leur adhésion au RPG Arc-en-Ciel. D'accord. Et que faites-vous maintenant concrètement pour préparer les prochaines échéances électorales de 2015, en l'occurrence bien sûr des communales et de la présidentielle? Ce que je suis en train de faire, c'est ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire c'est de continuer à resserrer les rangs avec la base,
La base, leur souci, c'est quoi aujourd'hui? Il y a des personnes démunies à la base. Et j'ai demandé, on va faire une journée de lancement de campagne par rapport de riposte au virus Ebola. En même temps, faire aussi des journées de dons aux personnes démunies qui aujourd'hui, avec la répercussion économique que ce maudit virus Ebola a créé, ont du mal à joindre les deux bouts. Revenons maintenant encore une fois à la vie associative. Et vous êtes également membre du conseil d'administration d'une autre association qu'on appelle la MUFA. Quels sont les objectifs de cette ONG? Vous l'avez dit, nouvellement créée. Quels sont ses objectifs et quels sont les champs d'action de cette ONG en Guinée? Voilà, ce n'est pas une ONG. C'est une institution financière. Okay. C'est une institution de microfinance parrainée par Afriland First Bank. Et qui a comme présidente du conseil d'administration Madame Touré Juliette. Sa vice, c'est Madame Bintou Krovogui. Madame Mané Bintou Krovogui. Et moi, je suis membre du CA aussi, de cette institution. Voilà, leur objectif c'est quoi? C'est pour aider, venir en aide aux femmes à faible revenu, aux femmes à très faible revenu. Parce que dans les microfinances aujourd'hui en Guinée, comme je viens de vous le dire, on est obligé de venir en aide aux femmes pour un apport. Il faut toujours un apport. De 500 à 750 000 à 1 500 000 et plus, pour qu'elles puissent bénéficier d'un prêt qu'elles vont rembourser en 6 mois. La MUFA est créée pour ces femmes justement à faible revenu qui vendent les feuilles, le piment, qui font l'agriculture, pour qu'elles puissent bénéficier des prêts allant de 1 million à 10, 20, 30 millions sans apport et sur une durée de 12 mois. Mais évidemment, il y a un outil de travail qui va être mis en place, qui va permettre aux gens d'évaluer telle femme, si c'est 5 millions qu'elle peut absorber, si c'est 10 millions qu'elle peut absorber. Voilà l'objectif de la MIFA, c'est pour changer la vie des femmes. Et surtout les femmes à faible revenu, pas les femmes qui ont l'habitude de monter dans les avions et venir. Et il y a le MC2 aussi qui concerne la jeunesse, les jeunes. Là aussi, ils vont être appuyés dans leur activité génératrice de revenus. Comme je vous l'ai dit, nous avons conçu beaucoup de choses. Mais je ne pourrais pas vous expliquer ça devant l'antenne. La propriété intellectuelle n'est pas protégée en Guinée. Je vais vous expliquer ça demain matin, quelqu'un d'autre va s'en approprier. Vous avez dit tout de suite que vous aidez justement des femmes qui sont à faible revenu. Oui. Est-ce que ces femmes que vous aidez là, sur une année, vous les octroyez de l'argent, espèce? Vous avez parlé d'1 million jusqu'à 20 millions. Est-ce qu'il est arrivé une fois qu'une femme ne parvienne pas à rembourser ce qu'elle a contracté comme dette? Si ce n'est pas arrivé et si cela arrivait, quelle serait vraiment la réaction de cette institution de microfinance? Voilà, là ça arrive. C'est déjà arrivé et ça peut arriver. Parce que j'en ai fait l'expérience. On a prêté de l'argent à des femmes à travers Cofina, à travers d'autres institutions, et ces femmes n'ont pas pu rembourser ces prêts. Il y en a qui disparaissent carrément dans la nature, il y en a qui sont là, on est obligé de les persécuter avec la gendarmerie, de mettre la pression sur elles pour qu'elles remboursent cet argent. Et le mal dans ça, c'est qu'elles pénalisent les autres qui doivent... C'est un prêt. Quand on débloque 500 millions pour un groupe, le mois suivant, tout le monde doit s'acquitter de ce qu'elle doit. Ce qu'elle a signé, si elle doit rembourser 1 million ou 2 millions, elle doit rembourser. C'est ce qui va permettre aussi à d'autres de prendre. Mais si elle ne rembourse pas,
automatiquement les autres sont pénalisés. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est beaucoup de cris. Ah, on est là en attente, ils ont financé les autres femmes, nous on n'est pas financés. Il faudrait que les femmes comprennent aussi que ça c'est un problème, ça pose un problème. Est-ce que l'État s'est un peu intéressé à cette institution de microfinance? Pas pour le moment. Pas pour le moment, et je comprends le pourquoi l'État ne s'est pas intéressé d'abord, et je sais qu'ils vont s'intéresser dans un futur très proche, parce qu'il y a des femmes qui ont déjà bénéficié de ces montants à hauteur de 6 milliards et quelques, qui jusqu'à présent n'ont pas remboursé l'État. Le fonds que le président professeur Alpha Condé nous a promis, il l'a promis et il l'a fait, mais il n'a pas été encouragé. Les premières qui en ont bénéficié n'ont pas remboursé. Et si elles ne remboursent pas, on ne peut pas continuer à sortir l'argent, donner à d'autres femmes et que ça ne soit pas remboursé. L'objectif de cette activité, c'est pas ça. C'est pour aider les femmes et toutes les femmes, pas un seul groupe de femmes. Est-ce que vous donnez aussi des conseils à ces femmes qui prennent toutes ces sommes-là, des conseils qui peuvent vraiment les permettre d'utiliser à bon escient et de pouvoir s'acquitter de leurs dettes? On leur donne des conseils. On arrive même à leur donner des cours de formation. Qu'est-ce que c'est que le crédit? Pourquoi elles prennent le crédit? C'est qu'elles sont dans le besoin. Quand elles prennent le crédit, qu'est-ce qu'elles doivent faire avec le crédit? Comment elles doivent travailler pour rembourser le crédit? On leur a donné des cours pour tout cela. Mais qu'à cela ne tienne. Mais moi, je suis confiante auprès de ces femmes. C'est par ignorance. Parce que les autres pays, là où les femmes ont compris que le développement passe forcément par ça, par ces institutions financières, et quand tu prends, tu dois rembourser. Aujourd'hui, ces pays n'ont plus ce problème. Au début, elles avaient les mêmes problèmes que nous avons en Guinée présentement, mais à nos jours d'aujourd'hui, elles s'en sortent très bien. Mais je suis confiante quand même. Je sais qu'avec le temps, on arrivera à éduquer ces femmes et à leur faire comprendre que c'est une nécessité. On est à la fin de cette émission. Quel est donc votre mot de la fin? Bon, mon mot de la fin, je remercie tout le monde, toutes les bonnes volontés qui nous assistent au sein de l'association. Nous avons fait appel aux partenaires au développement, à des ambassades. Nous les remercions tous pour tout ce qu'ils ont fait pour la lutte contre Ebola jusqu'à présent. Mais nous voulons leur faire comprendre qu'il n'y a pas que Ebola qui sévit actuellement. Il y a la misère aussi dans les quartiers à la base. Et nous avons besoin de soutenir ces personnes démunies à la base. Que ces partenaires aussi et le gouvernement, que tout le monde nous vienne en aide. En tout cas, notre association, nous demandons cette aide pour venir au secours de ces personnes démunies. Mes remerciements vont envers la personne du chef de l'État, qui est le président professeur Alpha Condé, pour ses efforts incommensurables qu'il déploie pour la lutte contre ce virus Ebola. Nous, les Guinéens, à l'unanimité, nous sommes tous mobilisés derrière lui pour lutter contre ce maudit virus Ebola. Et mes remerciements envers Madame la Première Dame, Hadja Diémé Kaba Condé, qui n'a ménagé aucun effort aussi pour la réussite de l'événement du 19 à venir. C'est tout pour le numéro d'aujourd'hui. On avait pour inviter Hadja Naye Ndiaye. Elle a été candidate du RPG Arc-en-Ciel à Ratouma lors des législatives de 2013 et membre également du CRAC et présidente de la SCODA. Hadja, merci d'avoir accepté notre invitation. Et je remercie toute l'équipe qui m'a accompagné ce soir. Et merci à ces téléspectateurs nombreux derrière leur petit écran. Et voilà, on se retrouve jeudi prochain pour un nouveau numéro. Merci Banjou, et tout le plaisir est pour moi. Merci.